Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Proposition de loi portant modification des articles L29 et L30 du Code électoral. Certains citoyens expriment leur opposition par rapport à ce projet, là où d'autres pensent qu'il faudrait permettre à tout citoyen désireux d'être candidat à l'élection présidentielle de pouvoir concourir. Ces derniers estiment également que les priorités sont ailleurs. Dans cette édition, Cap Podor, citoyen actif pour la justice sociale, exige la libération du député maire des Agnam Farbangom. Selon ses membres, il s'agit d'un acharnement. Il compte d'ailleurs organiser un sitting à Podor. Et puis, dans cette édition également, nous allons parler de la pêche artisanale et de l'agroécologie. Il s'agit de voir les enjeux du secteur aquacole et halieutique. Les leaders de la pêche artisanale, il faut adopter les politiques publiques de pêche et l'agroécologie pour un développement durable. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, nous démarrons cette édition par la célébration du 60e de la Bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui fait donc ses 60 ans d'existence après son inauguration par l'ancien président Léopold Sédar Senghor. L'institution se projette vers l'avenir. Ces derniers, selon la direction, plusieurs défis attendent donc la bibliothèque, notamment dans le cadre du numérique. C'est un compte rendu signé Elisabeth Christine et Moussa Dia. Inaugurée par le président Léopold Sédar Senghor le 20 novembre 1965, la Bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar célèbre aujourd'hui ses 60 ans. Le directeur général rend hommage aux anciens responsables et au personnel retraité qui ont posé les bases de cette institution. Je veux rendre en ce jour un hommage sincère et chaleureux à nos collègues, à la retraite et aux disparus. Ces hommes et ces femmes dévoués ont posé les premières pierres de ce que nous sommes aujourd'hui. Ils ont catalogué, classé, géré, conseillé et orienté des centaines de milliers d'usagers. Ils ont tenu la bibliothèque debout dans les moments les plus difficiles. Pour le directeur, il est désormais temps d'innover davantage et d'adapter la bibliothèque aux exigences du XXIe siècle. Nous affirmons avec force qu'un nouveau projet d'extension et de rénovation de la bibliothèque universitaire s'impose. Non pas une simple addition de mètres carrés, mais une transformation profonde de notre modèle de service, une réinvention de ce que doit être une bibliothèque universitaire du XXIe siècle. Le ministre de l'Enseignement supérieur trace une trajectoire axée sur l'innovation pour le secteur universitaire. Une ambition qui passe, selon lui, par des bibliothèques fortes, modernes et bien équipées. L'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation trace une trajectoire innovante de notre système universitaire. Une recherche alignée sur les standards internationaux, des formations en adéquation avec les besoins de notre économie, un Sénégal inscrit durablement dans l'économie mondiale de la connaissance. Atteindre ces objectifs suppose des bibliothèques universitaires fortes, bien équipées, dotées des ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission de catalyseur de l'excellence académique. La bibliothèque centrale est au cœur de cette ambition nationale. IA et société, c'est le thème retenu pour animer cet événement au cœur de réflexions sur l'avenir de l'enseignement supérieur. La proposition de loi portant modification des articles du Code électoral L29 et L30 introduite par les députés du parti PASTEF suscite
des réactions. Certains citoyens estiment que les priorités sont ailleurs. L'État, les autorités ou les députés doivent s'atteler à régler les problèmes auxquels font face les citoyens. Pour d'autres, il s'agit d'une bonne chose. Selon eux, le code électoral devrait permettre à tout citoyen qui aspire à être candidat de pouvoir le faire. Je vous propose de suivre ce reportage signé Daouda Ba, Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. La proposition de loi visant à modifier certaines dispositions du code électoral continue de susciter des réactions au sein de l'opinion. Pour ce jeune riverain, Ousmane Sonko doit pouvoir participer à toutes les prochaines élections. Moi, je pense qu'Ousmane Sonko doit participer à toutes les prochaines élections. Depuis le début, lui et Bassirou Diomaye Faye ont toujours été ensemble, même dans les moments les plus difficiles. Ils doivent rester unis et continuer à travailler ensemble. S'ils restent soudés, cela peut faciliter leur travail et aider les jeunes à trouver de l'emploi. Même si pour ce commerçant, le projet de loi risque de passer à l'Assemblée nationale, il estime que les urgences sont ailleurs. Majorité à l'Assemblée nationale. Moi, je vous dis que cette loi sera adoptée sans problème à l'Assemblée nationale parce qu'ils ont la majorité. Mais la candidature de Sonko, ce n'est pas ça le vrai problème. Même s'il devient éligible, rien ne garantit qu'il sera président. Les Sénégalais sont fatigués des querelles politiques. On ne peut plus nous tromper. Pour moi, Sonko comme Diomaye, ils sont tous pareils. Ce retraité, quant à lui, pense que tous les obstacles qui peuvent empêcher une personne d'être candidat doivent être enlevés. Une révision plutôt de la loi aurait été la bonne solution. Moi, je regrette vraiment les pertes en vies humaines qu'on a connues à cause des tensions politiques. C'est lié au fait qu'on a écarté Sonko de l'élection. Si on avait révisé cette loi plus tôt, on aurait pu éviter tout cela. Il faut laisser tous les candidats participer et que le peuple choisisse librement le meilleur. Aujourd'hui, la vie est difficile, mais il faut être honnête. Cela vient aussi de la mauvaise gestion de l'ancien régime. Des points de vue divergents autour de cette proposition de loi modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral. Cette question continue d'alimenter le débat public. Daouda Ba, Farba Ngom reste encore en prison, tandis que ses co-prévenus ont été libérés. Une situation incompréhensible selon le maire des Agnam, Abdoulaziz Diop, qui part d'un acharnement. Il estime que le maire des Agnam n'a plus rien à faire en prison. Il a d'ailleurs été bénéficié d'une liberté provisoire par la chambre d'accusation, lui a accordé, une liberté provisoire. À cela s'ajoute également la liberté provisoire qui lui a été accordée par le juge d'instruction en charge de son dossier. Abdoulaziz Fall, il voit une main politique. Abdoulaziz Diop, plutôt, il voit une main politique. Je vous propose de suivre ces explications. Il est joint par Antoine Diouf. Rien ne justifie actuellement le maintien de l'honorable député en détention jusqu'à présent. Parce que, vous savez, tout ce qui était cité dans le dossier, ils ont été libérés depuis. Parce que, dès le début, beaucoup de personnes ont été citées. Tout le monde se rappelle. Le cas de Mamadou Racine-Si, qui est libéré sous caution. Le cas de Walisek, qui est libéré sous caution. Le cas du fils de Amadouba, Ibrahim Ba et son chauffeur, ils ont été libérés sous caution. Et ce qui est plus grave, c'est le cas de l'honorable député Farba Ngom, à qui on poursuit pour une complicité, dont l'auteur principal a été libéré sous contrôle judiciaire et ils ont interjeté appel sur le cas de Farba Ngom. Donc rien ne le justifie son maintien en prison. Ce n'est ni droit ni de la justice. Mais la justice a fait son travail. La justice a dit que l'honorable député doit être libéré parce qu'il n'y a aucune preuve à qui qu'on peut inculper l'honorable député Farba Ngom pour un détournement. Donc tout est clair. Le reste, ce qui lui fait maintenir en prison, c'est seulement de la politique, rien d'autre que de la politique. Pas du droit ni de la justice. Parce que la justice a donné son avis au niveau du pôle judiciaire financier, qui l'ont libéré, dont le juge Idrissa Diarra a donné son avis dès le début. Et ils ont NZDT appel. La chambre d'accusation a blanchi totalement l'honorable député Farba Ngom.
Tout est clair. Maintenant, ils ont encore interjeté un appel pour vous en cassation. Le dossier est à la Cour suprême. Et on attend très bientôt, d'un moment à l'autre, que la Cour suprême, Inch'Allah, se prononcera très bientôt. Et on a la confiance en notre justice. Et nous, en tant que Sénégalais, nous, en tant que citoyens, on a confiance en notre justice et ils n'accepteront jamais, ou plus grand jamais, d'être au levier pour un règlement de compte politique. Rien ne justifie. Cap Podor, citoyen actif pour la justice sociale, exige la libération également du député maire des Agnam Farba Ngom. Selon ses membres, il s'agit d'un acharnement politique. Il compte d'ailleurs organiser un sitting au week-end à Podor. Le mouvement dénonce les poursuites judiciaires engagées contre le maire de Ourossogui, maître Moussa Bokar Thiam. Cap Podor soutient également la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Je vous propose de suivre les explications de Cheikh Ahmed Tidjani. Il est le coordinateur de Cap Citoyen Actif pour la Justice Sociale. Nous l'écoutons. Plus de 15 mois de détention. Plus de 450 jours sans jugement. Derrière ces chiffres, il y a un homme, l'honorable député maire Mohamed Ngom dit Farba Ngom. C'est une question fondamentale qui se pose. Que devient la justice lorsqu'elle devient difficile à comprendre pour les citoyens? Ce que Cap Podor appelle à un sit-in pacifique. Vendredi 24 avril 2026, place de l'indépendance de Podor. Ce rassemblement n'est ni une rupture, ni une contestation de l'État, c'est une interpellation, une exigence, une responsabilité. Nous posons des questions simples mais fondamentales. Comment comprendre une détention aussi prolongée sans jugement? Comment concilier certaines décisions judiciaires avec leur perception publique? Comment préserver la confiance des citoyens lorsque les repères deviennent flous? Nous ne demandons pas la justice, un refus clair de toute forme d'acharnement. Nous exprimons avec gravité notre inquiétude aux situations perçues comme des pressions ou intimidations. Nous appelons à l'arrêt immédiat de toute forme d'acharnement à l'encontre de maître Moussa Bokar Thiam, maire de Ourossogui. Bokar Samba Dieng continue de réclamer 7 milliards de francs CFA à la CBAO, selon le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. La banque a débité cette somme dont ses comptes sans raison. La médiation entreprise par l'État n'a pas donné de résultats satisfaisants. Famara Ibrahim Cissé estime que Bokar Samba Dieng compte d'ailleurs poursuivre le combat. Je vous propose de suivre les explications de Famara Ibrahim Cissé, président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Le contentieux a été à un moment donné saisi par la justice qui a ordonné une expertise, qui a commandité une expertise, et le rapport de l'expertise, je rappelle que le seul rapport de l'expertise demande à ce que les biens de Bokar Samba Dieng qui ont été injustement spoliés par la CBAO lui soient restitués. Et pour revenir au seul rapport qui a été commandité par la justice, le rapport demande à ce que les 5 milliards 650 millions qui ont été injustement débités du compte de Bokar Samba Dieng lui soient restitués. Parce que dans le rapport, il est mentionné qu'aucune traite valide, il n'y a aucune traite valide comme l'a indiqué la CBAO. Le rapport demande aussi que 2 milliards 6 millions qui ont été injustement débités encore du compte de Bokar Samba Dieng en guise de frais d'agio lui soient restitués. Le rapport demande aussi que les 388 452 420 francs débités en guise de frais dans le compte
de Bocar Samba Dièye lui soit restitué. Donc le rapport est sans équivoque, clair et limpide. Nous sommes cependant très étonnés que le conflit dure encore 18 ans. L'affaire Azer, ou l'affaire dite désormais de 37 milliards de francs CFA, est loin de connaître son épilogue avec l'audition de Jean-Michel Sen, qui l'avait d'ailleurs annoncé sur ses réseaux. Les membres de la République des valeurs estiment que la justice doit faire la lumière sur cette affaire. Et selon eux, ce dossier a trop duré. Il est temps que les citoyens puissent savoir comment ces 37 milliards de francs CFA ont été gérés. Je propose justement de suivre les explications de Samba Faye. Il est le porte-parole de la République des valeurs. Il est ici au micro de Baba Diaye. Nous restons très vigilants, puisque à l'époque, si vous vous souvenez, le président Thierno Alassane Sall avait porté plainte aussi à propos du scandale de ONAS entre Cheikh Dieng et Cheikh Tidiane Dièye, et jusqu'à présent, il n'y a eu rien du tout. Donc, pour ce dossier encore de 37 milliards, nous restons vigilants, nous suivons le dossier, mais on ne peut pas aujourd'hui se réjouir de la convocation du directeur, puisque la question nodale n'est pas encore répondue, à savoir où sont nos 37 milliards. Pourquoi depuis le 11 juin 2024, on a remis à une entreprise espagnole 37 milliards pour électrifier les villages et 2 ans plus tard, il n'y a aucun village qui est électrifié. Et ensuite, personne ne voit l'entreprise espagnole. Et chose curieuse, c'est le directeur de l'ASER qui était censé exiger qu'on lui donne l'argent du Sénégal, qui défend Urbi et Orbi, l'entreprise espagnole. Et ensuite, c'est le Premier ministre qui défend le DG. Donc, ça nous pousse à penser qu'il y a anguille sous roche et nous restons extrêmement vigilants. Mais qu'à cela ne tienne, si ça ne fonctionne pas ici, ça fonctionnera au niveau de l'Espagne. On ne se réjouit pas, même si on convoquait le Premier ministre ou le président de la République. C'est vous dire que nous, on ne se réjouit pas du simple fait qu'une personne a été convoquée. On se réjouirait de savoir pourquoi, depuis 2 ans, on a remis de l'argent à une entreprise, fût-il sénégalais ou non sénégalais, mais de surcroît non sénégalaise, qui part avec l'argent et on n'a pas de projet, on n'a pas de village et on n'a pas d'argent. Et ça, c'est l'ASER lui-même qui dit que oui, ils ont été obligés de faire une phase pilote, ce qui est du bidon. Donc, l'argent est parti, l'entreprise est partie et les autorités du Sénégal défendent celui qui est parti avec notre argent. Pêche artisanale et agroécologie. Des leaders se penchent sur le lien entre ces deux. Il s'agit de voir les enjeux du secteur aquacole et halieutique. Selon les leaders de la pêche artisanale, il faut forcément adopter des politiques publiques pêche agroécologique pour un développement durable. Une session de formation a réuni les acteurs des 2 secteurs à Thiès et des acteurs venant de la Mauritanie. C'était en présence d'Isidore Alexandre Sen et de Samba Fall. La gouvernance halieutique s'emporterait mieux si elle prenait en compte les concepts agroécologiques, d'après Moussa Mbeng, secrétaire exécutif de l'Association pour le développement de la pêche artisanale. De l'agroécologie dans la pêche artisanale sans le savoir. Parce que tout ce que vous voyez là comme pisciculture intégrée au maraîchage et à l'aviculture, c'est de l'agroécologie. Le fait également, n'est-ce pas, de produire des pots à poulpe pour les immerger au niveau de la zone de Thiès, ça aussi c'est de l'agroécologie. Voilà un peu le lien. La valorisation des expériences, c'est toute la pertinence de cette rencontre de Thiès dédiée à de nouveaux leaders. Mais absolument, parce que vous savez que la pêche artisanale est une pêche très dynamique qui assure pratiquement les 2/3 des débarquements et qui joue des fonctions économiques, sociales, culturelles extrêmement importantes, mais aujourd'hui, sa durabilité est compromise par une altération, n'est-ce pas, des écosystèmes marins côtiers. Maintenant, l'agroécologie se positionne, je l'ai dit tout à l'heure, comme un outil de durabilité, d'autant plus que l'agroécologie nous permettra, n'est-ce pas, de pêcher durablement, transformer... La division des pêches maritimes au ministère de tutelle salue la trouvaille de l'ADPA. C'est un atelier, une association qu'on apprécie beaucoup du côté de l'administration des pêches. L'administration a mis tous les outils, la réglementation, le code de la pêche, les arrêtés, les décrets, mais on voit aujourd'hui qu'il y a toujours peut-être
des difficultés au niveau du secteur de la pêche. Du 13 au 15 avril 2026, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal organisent une session régionale élargie à la Guinée pour faire le lien pêche artisanale, agroécologie. Dans le cadre du programme d'appui et de suivi des initiatives communautaires, le maire de la ville de Rufisque a financé 128 groupements de femmes qui s'activent dans la microfinance et la transformation des produits locaux. Ainsi, ces financements vont toucher plus de 10 000 femmes issues de tous les quartiers de Rufisque. Voici les explications du Dr Marcy, c'est maire de la ville de Rufisque. Il était sur le micro de Babacar Seck. Aujourd'hui, c'est un événement du passé. Aujourd'hui, c'est 10 413 personnes avec lesquelles nous allons signer les conventions pour les accompagner dans la microfinance et dans la transformation des produits. 10 400 femmes, 10 400 responsables, 400 notables, ça c'est quelque chose. Avec ces 10 000 qui sont dans 128 groupements, nous atteindrons 262 groupements. Nous atteindrons 19 000 personnes dans cette ville. 19 000 bonnes dames, 19 000 grandes dames qui travaillent jour et nuit, qui essaient de développer leur famille, qui essaient d'amener les enfants à l'école. C'est 19 000 personnes que nous allons toucher. 19 000 personnes, c'est autour de 112 000 impactés dans cette ville de 350 000 habitants. Donc c'est le tiers des populations de Rufisque que nous allons impacter à travers uniquement le volet économique local du PASIC. Je passe sous silence le volet 4 devient environnement. Donc le PASIC est un programme révolutionnaire qui n'existe nulle part au Sénégal et que nous allons breveter parce que nous voulons qu'il soit une propriété intellectuelle de la ville de Rufisque. À côté du PASIC, nous avons conçu le programme d'assainissement liquide municipal. Aucune ville du Sénégal n'a un programme d'assainissement liquide municipal. Regardez ce qui a été fait, allez-y voir les quartiers, tout ce que nous faisons en matière d'assainissement. La commune de Golfe Sud se dote d'un incubateur communal dédié à l'économie sociale et solidaire. L'infrastructure inaugurée par le ministre en charge du secteur, ambition de dynamiser l'entrepreneuriat social et renforcer son déploiement à l'échelle nationale. Alioune Ndione, ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, est ici au micro de Cheikh Maguette Mbaye. Cette transformation se bâtira à travers l'innovation sociale, mais à travers également une économie soutenue. Que cet incubateur que nous lançons aujourd'hui est l'outil qu'il vous faut pour l'accompagnement juridique, pédagogique. Et là, le ministère est prêt à vous accompagner, mais également technique des porteurs de projets économiques, sociaux et solidaires, dans l'exploitation de toutes les ressources naturelles et humaines qui existent dans votre commune, afin de couvrir au maximum les besoins récurrents de vos concitoyens. Vous avez dit qu'il ne s'agira pas de se limiter à l'acquisition de compétences techniques. L'action de l'incubateur devra s'inscrire dans une vision globale de structuration des jeunes, des femmes et des artisans en coopératives productives solidaires, appelées CPS. Ceci pour une autonomisation pérenne, leur donnant les moyens de transformer leur acquis en activité génératrice de revenus. À ce titre, je m'engage à vous dire que le ministère ne ménagera aucun effort pour accompagner, pour rendre efficace et pour promouvoir ce véritable joyau qui va contribuer à la transformation structurelle de Golfe Sud. Au mot de sport dans cette édition, le Sénégal qui a donc battu le Burkina Faso dans le cadre donc, des matchs de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr chez les filles, qui va se dérouler au Maroc cette année-ci. Le coach du Burkina Faso estime que le Sénégal a été donc à la hauteur physiquement. Les Lions étaient prêts et ont d'ailleurs dominé la première période. Ainsi, les meilleures occasions étaient du côté du Burkina. De son côté, Mamoussa Sissé, coach de l'équipe nationale du Sénégal, estime qu'il y a plusieurs réglages encore à faire et des améliorations. Selon lui, les automatismes ne sont pas encore en place. Je vous propose de suivre tour à tour les explications de Pascal Saouadogo, coach du Burkina Faso, et de Mamoussa Sissé, coach du Sénégal. Ils sont ici au micro d'Ibril Gabissaro et de Barasso. Je pense que c'est une équipe qui est physiquement en place, voilà, et aussi tactiquement
quand bien même il y avait quand même en premier mi-temps, en dehors du but, on a vu une équipe sénégalaise qui a dominé, mais je crois que les meilleures occasions étaient à nous. Malheureusement, on avait des petites erreurs de finition. Quand on fait notre bloc médian, on essaie, je regarde, puis faire 3-4 passes dans les propres camps. Si ce n'est pas les jeux longs, parce qu'en bas, on avait un bloc un peu solide, mais nous, le problème, c'est posé au niveau de la reconversion. On a récupéré beaucoup de ballons, malheureusement, on n'a pas pu aller dans la vraie finition. Et donc, je me dis qu'en première période, en dehors des coups francs, c'est l'occasion de but que l'équipe a eu. Et puis, bon, elle a été efficace, elle a marqué. Donc, je pense que le coach aussi, c'est qui regarde aussi, peut-être au match de tout, voilà, il va peut-être présenter un autre visage. Sinon, nous, on a tenté, on a tenté en haut, au milieu, voilà, pressé. Mais bon, je pense qu'il y a eu aussi un peu de maladresse et de la précipitation. Voilà, des dernières passes qu'il fallait prendre le temps de bien faire, on fait avec la précipitation. Bon, je pense que dans l'ensemble, c'était bien. On a voulu entamer le match très fort pour essayer de gêner le plan de l'adversaire. Et quand vous marquez dans les premières minutes, ça vous permet après de dérouler. C'est ce qu'on a essayé. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'autres buts derrière pour agrémenter tout ce qui a été fait. C'était une de nos options, d'attaquer très fort, de défendre très fort sur l'adversaire pour récupérer les ballons. Et pour marquer, on a joué dans le dos de la défense, on a utilisé l'espace qu'il y avait. Ça nous a permis de marquer un but. Et je pense que c'est important pour un match de football. J'ai plus parlé de rythme. Et c'est normal, hein? Quand vous recherchez des automatismes, vous avez besoin de vitesse. Et c'est ce que nous a manqué. On a essayé de tenir le ballon, mais ça n'allait pas très vite pour surprendre l'adversaire. Donc ça, c'est avec le travail qu'on va continuer pour nous permettre d'être meilleurs dans ces secteurs-là. Nous avons notre rassemblement au mois de juin, du 1er au 9. Ce sera aussi une occasion pour nous de chercher d'autres matchs amicaux pour travailler sur d'autres aspects. Et après cela, ce sera les vacances pour tout le monde. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission. L'invité de la rédaction. Je reçois ce soir Mbor Wade, délégué du personnel de Dakar Demdik. Il est également secrétaire général adjoint du syndicat SDPC de Dakar Demdik. A tout de suite.